Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, installez-vous bien confortablement, prenez un café ou un verre d'eau fraîche, d'autant que le thermomètre s'emballe en ce moment. Nous allons partir pour un décryptage sans concession. Plus précisément, nous allons plonger au cœur d'un moment politique et géopolitique charnière. Le titre de notre émission résume à lui seul le vertige de la journée d'hier. Dernier 14 juillet d'Emmanuel Macron, une démonstration de force internationale pour masquer une fin de règne interne ? C'était le 10e et tout dernier défilé de la fête nationale pour Emmanuel Macron en tant que chef de l'État. Et pour cette ultime parade sur les Champs-Élysées, l'Élysée justement a sorti le grand jeu, très loin de la logique de patchwork habituelle des temps de paix. Nous sommes en plein cœur de l'été 2026. La France suffoque sous une canicule écrasante quand ce ne sont pas les orages qui cognent. Cette canicule a d'ailleurs forcé à annuler certains bals populaires et met nos services publics sous tension. Et pourtant, sur les pavés parisiens, c'est une toute autre démonstration de force qui s'est orchestrée. Une mise en scène XXL. Au cœur de cette parade historique, une invitée d'honneur a capté tous les regards. La coalition des volontaires pour l'Ukraine. 500 soldats de cette coalition, représentant plus de 30 pays, ouvrant la marche sous les yeux de 25 chefs d'État et de gouvernement, avec à leur tête le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À la veille de ce défilé, Paris s'était déjà transformé en capitale diplomatique de guerre en accueillant, ce lundi 13 juillet, un sommet majeur de cette fameuse coalition aux Invalides. Mais alors, derrière le vacarme des moteurs, derrière le passage des avions de chasse, dont 2 Mirage 2000B aux couleurs de l'Ukraine, et derrière la célébration des 400 ans de la Marine nationale, quelle a été la réalité politique de cet événement? A-t-on assisté au chant du cygne d'un président affaibli sur sa scène intérieure, cherchant désespérément un refuge et une stature de chef de guerre à l'international pour masquer les fissures d'une fin de mandat complexe? Ou était-ce au contraire la consécration logique d'une doctrine de réveil stratégique européen portée à bout de bras depuis des années? Nous allons poser les chiffres, analyser les faits et soulever le tapis de cette diplomatie des symboles. Pour bien comprendre, faisons d'abord un arrêt sur image sur ce sommet de la coalition des volontaires qui s'est tenu avant-hier, le 13 juillet, à Paris. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Ce groupe, la coalition des volontaires, qui rassemble désormais 35 nations, a été initialement conçu pour préparer les garanties de sécurité qui devront être apportées à l'Ukraine après un éventuel cessez-le-feu. Sa mission ? Protéger l'Ukraine d'une reprise du conflit, régénérer les capacités militaires ukrainiennes et stabiliser la région. Sa mission est donc triple. Et ce sommet parisien n'était pas qu'une simple poignée de main. La déclaration conjointe des coprésidents de la coalition insiste sur un principe clé: pas de paix en Ukraine sans l'Ukraine. Mais surtout, aucun accord concernant la sécurité européenne sans les Européens. C'est un message à peine voilé adressé aux grandes puissances mondiales et notamment aux États-Unis, qui ne sont d'ailleurs pas directement intégrés dans cette coalition. Il s'agit d'une initiative pensée par et pour les Européens. À Paris, ces dirigeants ont réaffirmé leur volonté d'accélérer les livraisons de défense aérienne et de maintenir le gel des avoirs russes.
En plaçant ses forces en tête du défilé du 14 juillet, Emmanuel Macron a envoyé un signal d'une clarté absolue au Kremlin. L'Europe se tient prête à prendre ses responsabilités en matière de défense. Et c'est précisément là que réside l'habileté de la communication élyséenne. En orchestrant ce sommet et ce défilé XXL, le président français s'est positionné comme le grand architecte de ce réveil stratégique de l'Europe. Face à un paysage international fracturé, il a utilisé l'arène du 14 juillet, un moment de communion nationale par excellence, pour la projeter à l'échelle globale. Les Champs-Élysées sont devenus une vitrine militaire géante. Et pour la première fois, l'accès au public y a été limité et soumis à une inscription préalable, officiellement pour des raisons de sécurité renforcées dans un contexte de menace hybride, mais cela renforce aussi ce sentiment d'une démonstration de force très contrôlée, presque solennelle, voire exclusive. Cependant, et c'est le cœur de notre débat aujourd'hui, cette posture de leader européen incontournable ne peut pas totalement occulter ce qui se joue en coulisses, à l'intérieur de nos frontières. Car pendant que le président a passé les troupes en revue aux côtés de Zelensky, la situation politique française, elle, offre un contraste saisissant. Le second mandat d'Emmanuel Macron touche à sa fin, et à l'Assemblée nationale, les crises de gouvernance se succèdent, les majorités sont introuvables, et la menace de censure plane régulièrement sur l'exécutif. Les réformes intérieures patinent, la colère sociale reste latente, et l'attention des partis politiques est déjà quasi exclusivement braquée sur la course à l'Élysée de 2027. Dans ce contexte, l'exercice du pouvoir à Paris ressemble de plus en plus à la gestion d'une fin de règne. Dès lors, la tentation est grande pour les observateurs d'y voir une forme de fuite en avant. Lorsque la politique intérieure est bloquée, le domaine réservé de la politique étrangère et de la défense devient le dernier espace où le président peut agir sans entrave parlementaire, le dernier domaine où sa parole porte encore avec le poids de la majesté présidentielle. Projecteurs braqués sur l'Ukraine, tapis rouge pour 25 dirigeants étrangers, discours vibrants sur la liberté de l'Europe, n'est-ce pas là le meilleur moyen de faire diversion ? Le contraste est brutal entre un président qui réunit les grands de ce monde aux Invalides et, de l'autre côté de la scène, un pays confronté à des crises quotidiennes, à des hôpitaux en souffrance sous la canicule et à un débat démocratique national de plus en plus polarisé et stérile. Pourtant, il serait trop simpliste de réduire ce 14 juillet à un simple exercice d'illusionniste politique. Si l'intérêt domestique de cette mise en scène est évident pour un président en quête d'un second souffle historique, la réalité géopolitique sous-jacente est bien réelle. Le réarmement de l'Europe n'est pas qu'un slogan de communication, c'est une nécessité opérationnelle qui se traduit par des budgets en hausse constante et des réorganisations profondes de nos armées. En devenant le pivot de cette coalition des volontaires, la France valide une doctrine qu'elle défend depuis près de 10 ans, l'autonomie stratégique européenne. Que cette démonstration serve ou non à masquer les fragilités internes d'un pouvoir en fin de cycle n'enlève rien au fait que l'Europe joue une partie de son avenir sécuritaire sur ses choix. Alors, pour conclure ce décryptage, quelle image l'histoire retiendra-t-elle de cet ultime défilé macronien ? Retiendra-t-elle le visage d'un président bâtisseur de la défense européenne, capable d'unir un continent derrière l'Ukraine dans un moment de bascule historique ? Ou gardera-t-elle en mémoire le souvenir d'une superbe parade militaire conçue comme un ultime paravent doré pour dissimuler l'usure du pouvoir et l'impasse politique d'une fin de règne domestique ?
Comme souvent en politique, la vérité se situe probablement à l'intersection des deux. Une diplomatie d'éclat qui s'efforce de donner du sens et de la hauteur à un mandat qui, sur le plan intérieur, cherche sa boussole. C'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain éclairage sur la vie politique.